donc sur un bassin versant d'Altest, en Belgique. Et alors, ils n'ont pas les mêmes logiques, pas les mêmes problèmes de sécheresse, ils ont des problèmes d'inondation, parce que les sols n'affectent pas. Donc ils l'ont étudié de ce point de vue-là. Avec des. Voilà, donc ce qui est en bleu foncé, c'est l'impact des effets, la limitation du ruissellement pour une pluie extrême. Je ne sais pas si c'est. Je ne pense pas que ce soit les épisodes sévères, hein, mais voilà. Pour ce climat-là, c'est des événements extrêmes. Et puis un élément médian, moyen. Donc voilà, et ils évaluent voilà, du bocage, du keyline design, de l'amélioration de la matière organique, de la fertilité des sols, la diversification forestière, c'est un peu la même chose. Voilà. Donc ça, c'est on est en train de faire ce travail-là de mesure, quoi, de ce qu'on peut mesurer, parce que tout est changeant. Il n'y a pas deux années consécutives ne sont pas pareilles. Et je vais terminer là-dessus. Merci. Et je vous laisse sur une image reposante de l'Autriche, avec ce magnifique étang, les chevaux, tout ça. Ma question, c'est sur la dernière partie que vous venez de décrire, sur les expérimentations et les analyses qui sont menées en Belgique. Est-ce qu'on a l'esquisse ou l'amorce de ça en France? Oui, tout à fait. En fait, on a été. Donc, l'association a nourri l'écologie régénérative. On a répondu à un appel à manifestation d'intérêt de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse l'an dernier pour faire ce travail-là. Donc, c'est pas nous qui allons planter des dans un bassin versant, mais on accompagne des collectivités qui sont déjà dans ces démarches-là. Il y en a 6, si je ne dis pas de bêtises, beaucoup vers la Drôme, effectivement, et qui ont des démarches qui sont différentes les unes des autres. Mais je crois qu'il y a le Grand Annecy, il y a Valence-Roman, agglomération, ça c'était quand même des gros systèmes. Il y a Coulommiers qui est une petite commune. Et l'association, on a embauché une hydrologue aussi pour faire ce suivi-là, l'animation du suivi. L'idée d'essayer de voir, d'essayer de faire, déjà de faire un peu ce planning, ce plan, un plan maître, un plan de conception générale du bassin versant et de ce qu'on pourrait y faire. Déjà d'avoir cette vision-là. De qu'est-ce qui est adapté là, puis de mettre en œuvre des travaux, et puis ensuite de regarder. Donc nous, on voudrait essayer de s'inspirer, de dégager une méthodologie de ces expériences-là, pilotes, à l'échelle d'un bassin versant, pour pouvoir ensuite proposer des méthodologies à d'autres communes pour le faire. Donc on va piloter. L'idée, c'est plutôt d'essayer de voir par quel bout comment ça démarre, comment est-ce qu'on arrive à convaincre les premiers agriculteurs, puis comment est-ce que les autres agriculteurs, par mimétisme, comment ça se propage en fait ces changements de pratique. Parce que le premier qui y va, c'est pas forcément facile dans sa coopérative. Ou le premier maire qui se lance dans un truc comme ça. Voilà. Donc c'est en cours, on pense que c'est 2 ans ce projet-là, 2024-2025. Ouais, juste peut-être pour que la parole puisse circuler de façon un peu fluide. Du coup, il y a Cathy qui va prendre les personnes qui veulent s'inscrire, et puis Robert et moi, on va distribuer les micros. Voilà. Oui. Oui, je voulais savoir, justement, on reçoit bien
là que donc il faut motiver collectivement donc les gens pour aller vers ça. Quelle est aujourd'hui l'oreille que vous prête, par exemple, la Chambre d'agriculture ou le département vis-à-vis finalement d'un questionnement qu'on pourrait nous se poser, qui est celui de la relocalisation dans un département comme l'Hérault de notre production agricole vivrière. Voilà. Ça marche? C'est une question délicate. Pour le moment, on en parle. On va dire ça comme ça. Et puis, on n'est pas dans une approche qui est généralisée pour le moment. Ce qu'on dit, c'est l'association, elle a 2 ans. On démarre tout juste, on a un premier salarié. On pense que c'est un travail de longue haleine. Il faut réfléchir à un projet vraiment comme il y a eu après-guerre, pour des logiques qui à l'époque étaient cohérentes, de dire il faut mécaniser, il faut augmenter la productivité, ouvrir tout le monde. Il y a quand même eu des tickets de rationnement jusque presque 1950, je crois. Donc il y avait, voilà, à ce moment-là, il y avait c'était la logique de l'époque, je pense qu'elle a changé. Il faut, je pense effectivement l'idée de il y a un programme ça ouvre trop de portes. Donc, on est en train, je pense que la base pour pouvoir refaire des systèmes alimentaires locaux, c'est de gérer le coût. En tout cas, il faut. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus pour vous. Ok. Alors, Oui. Jean-Michel, non, ici, il a devancé. Oui, Parmi les techniques de ralentissement du cycle de l'eau, là, vous avez montré l'exemple des barrages de Castor, naturels ou bien artificiels. Donc, il semble être une des techniques efficaces, effectivement, pour ralentir l'eau. Mais par ailleurs, de manière qui pourrait paraître contradictoire, il y a une directive européenne sur le rétablissement de la continuité écologique des cours d'eau qui préconise l'arasement de tous ces barrages, l'arasement des seuils. Je pense en particulier au seuil qu'il y a sur le Lez. Alors, qu'est-ce qui a raison? Comment ça se passe? Il y a une contradiction apparente. Tout à fait. Il y a plusieurs articles. Alors ça, c'est peut-être un peu technique. Donc, Balance Roman Agglomération, ils disent que ces barrages castro-climatiques, ce n'est pas des seuils, c'est la renaturation de cours d'eau. Il y a une directive pour ça. Il y a son petit article dans la loi sur l'eau qui va bien. Donc là, il considère que c'est ça. Le syndicat Rivière dit moi, plus dans la région Grand Est, quand je parle de faire des barrages castro-mimétiques, on me dit que c'est un seuil et que c'est complètement contraire à la loi sur l'eau. Il faut faire évoluer les points de vue sur cette question. Il faut voir quelle est la limite de la continuité. Donc c'est ça qui est vraiment. Il y a des trucs paradoxaux aussi. Là, ce que je montre des barrages castro-mimétiques, c'est l'université qui a publié un guide de 200 pages avec 20 études scientifiques à l'appui avant, des dizaines de chantiers participatifs et qui permettent des jeunes faire des barrages de castor, tellement ils considèrent que c'est la manière de renaturer les cours. Et en France, le point de vue, je pense qu'il est partagé en Europe, le point de vue actuel sur la question, c'est de dire que c'est un obstacle, c'est un problème écologique. Ce point de vue-là n'est pas partagé par tout le monde. On va dire ça comme ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le seul sujet. Dans les systèmes Cévenol, il y avait des glace-tanks, il y avait des héliquières qui étaient des protections, qui étaient des parts. Les terrasses ne vont pas jusqu'au sommet des crêtes. Donc c'était plutôt dans les zones basses. Et pour protéger ces systèmes de terrasses qui étaient extrêmement ombrageux à installer, ils mettaient des espèces de murs en pierre qui en cas de pluie de boue ou de ruissellement, déjà étaient un peu poreux, donc ça
ralentissait ça, et puis redirigeait vers les talwegs, c'est-à-dire vers les petits torrents, l'eau en trop. Et puis il y avait d'autres ouvrages dans les talwegs eux-mêmes, des 34, c'est-à-dire des espèces de murs en pierre sèche qui venaient casser le liquide dans l'eau, capturer les sédiments, et il y en a même qui étaient connectés pour redistribuer une partie de cette eau-là vers les terrasses. Donc exactement le keyline, c'est-à-dire on fait une petite pente du creux de la vallée, secondaire vers les crêtes qui sont plus sèches. Donc ils avaient, ça c'est absolument interdit aujourd'hui parce qu'on n'intervient pas dans un tatec. Dans un cours d'eau en pointillé, tout ça, il ne faut pas y toucher. Voilà. Mais c'est la pensée réglementaire du moment, ça va évoluer. Ça peut évoluer. Oui, vous montez ça. Il y a Vincent là-bas. Vincent. Oui, bon, déjà, merci pour la présentation. Moi, j'ai une question qui est en lien avec les projets ici d'irrigation de la ligne qui sont basés en partie, pas que sur le Stalago, mais pour faire venir de l'eau du Rhône. Bon, bien sûr, on peut discuter ici des usages, tout ça, mais plutôt de savoir si au niveau du cycle de l'eau, c'était vendu, en tout cas par le département, c'est-à-dire de toute façon, l'eau du Rhône part directement à la mer, donc c'est pas un problème de la prélever pour l'amener ici. Et j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses au niveau justement d'une modification éventuelle du cycle de l'eau qui serait générée par cette irrigation depuis le Rhône jusqu'ici. En gros, en quoi cet argument du Conseil général est attaquable sur un point de vue scientifique lié au cycle de l'eau? Je ne sais pas si j'ai la réponse plus pertinente là-dessus. Mais en tout cas, le Rhône, c'est un fleuve glaciaire. C'est-à-dire que le étiage il est assuré par la fonte des glaciers des Alpes. Et ça, c'est super menacé. Donc, en fait, c'est pas. C'est un vrai problème en soi. Je peux pas. En tout cas, des aménagements en disant c'est bon, dans 30 ans, ça va bien se passer. Parce qu'aujourd'hui, il y a de l'eau, oui, mais ces glaciers vont fondre, ils ne vont pas se reconstituer. Il va y avoir un vrai problème sur tout le je crois. Encore une fois, je ne suis pas hydrologue, des systèmes hydrographiques à cette échelle-là, je ne maîtrise pas du tout. J'entends juste des glaciologues me dire. Oui, pour les personnes là qui se sont inscrites, en fait, il y a pas mal de personnes qui veulent intervenir ou poser des questions. Donc, en fait, on vous a bien pris en considération, juste il faut attendre un petit peu. Donc, c'est pas qu'on ne vous a pas vu, c'est juste que, voilà, il y a beaucoup de gens devant vous. Oui, bonjour. Moi, j'avais deux questions. La première question, c'était est-ce que cette approche inclut aussi une réflexion sur le partage de l'eau et à qui va toute cette eau? On m'entend pas? Mais je ne vais pas la poser parce qu'apparemment elle est trop large. La question du partage de l'eau. J'ai une question beaucoup plus technique. C'est que tous les exemples qu'on voit sont assez peu adaptés à mon sentiment au climat qu'on vit ici, c'est-à-dire jusqu'à 2 ou 3 mois sans pluie, et puis des grosses pluies, et donc tous ces ouvrages, souvent on dit on doit les surdimensionner parce qu'à un moment ou l'autre, ça va être la quantité d'eau énorme, sauf que si on les surdimensionne, on sait très bien que si on stocke de l'eau avec la chaleur, on perd la moitié en évaporation. Donc je me demandais s'il y avait une approche vraiment pour le climat qui va faire que ça s'aggraver, ou du genre il pleut 2 fois par mois, et puis 3 mois sans pluie, puis il repleut. Au total, on a une bonne quantité, mais on n'a pas de quantité. Oui, tout à fait. Oui, alors c'est pour ça que j'ai pioché dans des diapos que j'avais déjà préparés de patterns, de systèmes. J'en existe plein d'autres. Pour des systèmes beaucoup plus secs, des systèmes beaucoup plus désertiques, il y a les demi-lunes, là, il y a des choses comme ça. Vraiment, si on va jusqu'à l'os, il n'y a plus du désert, ce dont je parle là ne fonctionne pas. Il faut refaire des petits cordons de pierre, laisser la matière organique, des petites feuilles, n'importe quel truc,
s'accumuler, commencer à faire un début de sol, qui va faire éponge, qui va retenir l'eau. Enfin, il y a différents niveaux. Après, donc moi j'habite Valreux. J'étais en 2020, moi j'y étais pendant la grosse pluie, là. Donc il est tombé 72 cm. Ça c'est mesuré Météo France. 72 cm en 12 heures. Dont 60 cm en 6 heures. 6 cm par heure pendant 6 heures d'affilée. On a vu la vallée entière se replier. Donc là, ça a fait des dégâts dans les Landes. Mais parce que c'est des appuis de centenales, quoi. C'est l'appui qui arrive. Le précédent épisode de cette taille-là, c'est 1900. En tout cas, qui compare. Le week-end dernier, il est tombé 20 cm d'eau dans le week-end. Il n'y a pas une pierre qui a bougé des systèmes traversiers. 20 cm comme ça dans un week-end, mais dans le reste de la France, ce serait des inondations partout. 20 cm d'eau. Paris, là, dans le bassin de la Seine, les métros, c'est fini. Hein. Il faut finir en scaphandre. Donc je pense que c'est des systèmes qui étaient hyper appropriés. Alors après, il faut adapter les ouvrages à leur contexte, sélectionner le bon pattern. C'est pour ça que je veux faire une espèce de catalogue de ces patterns pour qu'ils soient à disposition pour exactement piocher dedans, chacun à chaque échelle, que ce soit une collectivité ou quelqu'un avec un jardin ou un agriculteur. À chaque échelle, il y a des trucs qu'on peut faire. Marie, il y a monsieur Babi. Oui, bonjour, merci pour votre exposé. En Catalogne du Sud, il y a les barrages également, en partie sont remplis à 10%. Et il y a une proposition qui vient d'émerger de créer des couloirs d'eau. Si je comprends bien, c'est à l'inverse de ce que vous proposez. C'est qui déforesterait complètement pour que l'eau dévale le plus rapidement possible dans les barrages en question, avec l'idée de les remplir. Donc, je veux dire, en imaginant une partie de votre réponse, je voulais vous demander ce que vous en pensez. Et deuxièmement, je veux dire, par rapport à un argument qui peut porter par rapport à des gens comme ça, j'imagine que ça a quand même un coût. Déforester du haut de la montagne jusqu'au barrage pour créer des couloirs d'eau. Par rapport à ce que vous proposez, est-ce que vous imaginez que l'argument, entre guillemets, économique pourrait être une réponse? Je veux dire, ce que ça coûte, les propositions que je vous fais. Non, je suis capable de vous répondre. Moi, je me souviens juste, je crois que c'est. Je ne sais plus qui est l'auteur, mais il y avait une phrase, un dicton à propos de l'Espagne, en disant qu'un écureuil pouvait traverser toute l'Espagne sans toucher terre. Tellement c'était forestier. Ça doit être. Il y a 2-3 siècles. Aujourd'hui, c'est en voie de désertification avancée. Bonsoir. Je suis maraîcher sur la commune d'Octon. Je suis maraîcher sur la commune d'Octon. Quand je me balade dans ma Amérique, je m'amuse à déplacer des cailloux par-ci par-là. Et on voit, je suis étonné de la quantité des ruches qui s'arrêtent à ces cailloux et qui petit à petit progressent. Et en fait, je pense aux anciens qui faisaient des petits barrages comme ça, et après ils mettaient mûriers, tout ça. C'est un travail qui maintenant est en train malheureusement de disparaître. C'est juste une mémoire des anciens qui faisaient quand même des efforts par rapport à la retenue des terres et tout ça. Mais moi j'ai une autre question. Vous avez parlé des mycorhizes par rapport au labour. Enfin, nous, on ne laboure plus les terres, on travaille les sols. En tant que maraîcher, on est obligé quelque part d'utiliser des machines et tout ça. Et alors,
j'ai un problème. Quelle peut être la conduite idéale pour préserver les mycorhizes, les systèmes de mycorhizes dans le sol et en même temps travailler le sol régulièrement. Est-ce qu'il y a une profondeur? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des études qui sont orientées à là-dessus? Parce qu'on en parle de plus en plus de mycorhizes. Et bien sûr, la solution, ça pourrait être la permaculture, mais en tant que professionnel, j'ai des problèmes à faire un choix de permaculture pour une question aussi de rentabilité et de gagner sa vie. Donc, est-ce qu'il y a des études, des propositions, des possibilités d'aménager quelque part la protection mycorhizienne du sol et des labours? Mais les travail du sol, nous on travaille avec des machines qui aèrent plutôt la terre plutôt que la tournée. Alors, c'est pas ma spécialité. Hein. Je fais mon petit jardin, mais je suis pas du tout. Bon, ce que je connais des systèmes en maraîchage, en tout cas, il y a des bois qui. Enfin, je ne vous donne pas de conseils parce que je suis incapable de faire votre métier. Mais il y a deux zones d'expérimentation. Il y a ce qui est maraîchage sol vivant, la MSB, là, ils ont et c'est une logique. Comment dire, le maraîchage sol vivant, en gros, ça n'exclut pas d'utiliser des machines ou des phytos, simplement, il faut que les sols soient vivants. Et en fait, si on utilise des pesticides, le sol, toute la vie du sol meurt. Oui, et si on laboure comme en bio, la vie du sol, au fur et à mesure des retournements, il y a une bonne partie de la vie du sol qui meurt. Donc l'idée, c'est de faire obligation entre guillemets de résultat, c'est sol vivant. Et là, ce que j'en vois, c'est qu'il y a des modèles économiques qui fonctionnent en étant super optimisés. C'est-à-dire, c'est des toutes petites fermes, ils ont toutes les planches font la même taille, ils ont de l'eau en abondance, c'est-à-dire que c'est pas dans des conditions difficiles. Ils ont un truc ultra optimisé, la ferme elle est au milieu de tous les champs, ils ont toujours les mêmes outils, avec peu de mécanisation. Voilà, ils arrivent à s'en sortir. Il faut regarder MSB, il y a des centaines d'heures de contenu, de partage d'expérience. Je pense ferme de la Cagnole, il y a des trucs comme ça. Souvent, en fait, c'est l'emmerdement qui pose vraiment problème. Ils font des systèmes mâchés. Voilà, donc il y a ça, et après, il y a, je pense qu'il doit être connu, c'est Jean-Martin Fortier, qui a fait du bio-intensif. Donc, hyper optimisé, plantation hyper dense, sol vivant. Donc ça, j'ai l'impression que vraiment, c'est des espèces de modèles technico-économiques dans lesquels il faut être absolument être pour réussir à s'en sortir sans faire des grandes cultures, sans faire du maraîchage à grande échelle. Donc je vois qu'il y a des gens qui arrivent à s'en sortir comme ça. Je ne peux pas en dire plus. Mais MSV, il y a une chaîne entière de YouTube avec des contenus dans tous les sens. Ils parlent de mycorhizes à longueur de journée. Ils étalent du broyat de bois. C'est 20 cm pour démarrer la culture, puis 3 cm par an d'abord pour nourrir le sol, et souvent c'est logique. Et là, il y a des fermes qui s'en sortent. Bonjour, et merci de votre conférence. J'ai deux questions. La première, c'est que j'ai été très impressionné dans une lecture de savoir que le Sahara, à un moment donné, était fleuré et cultivé, et que maintenant il y a des eaux souterraines. Ce que j'aimerais savoir, c'est le rôle des eaux souterraines dans votre travail, s'il est inexistant ou au contraire, car il est difficile à contrôler, les eaux de surface qui passent en eau souterraine et quelle est la liaison entre les deux? Oui, tout à fait. Donc je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais si c'est les deux premières choses qu'on regarde, il y a un ensemble de choses. En tout cas, l'hydrogéologie, c'est le nerf de la guerre. En tout cas, ça dépend des milieux dans lesquels on est. Et moi, je travaille surtout en moyenne montagne.
moment. Et donc, dans la bande, il y a des sources, ce qu'il n'y a pas en tête. La compréhension de comment se remplit le réservoir d'eau souterraine qui alimente une source est essentielle. Donc il faut comprendre ce que c'est que la porosité d'une roche, la perméabilité, les natures de perméabilité. Il y a des roches qui sont poreuses de manière égale. Donc là, l'eau peut passer vraiment à travers. Et puis, moi, je suis dans le schiste, dans une vallée qui est du schiste partout. Bon, bah là, en fait, c'est absolument imperméable, le schiste. Le seul endroit où on passe l'eau, c'est dans des fractures de ces volumes, parce que la roche n'est pas monolithique, donc elle circule vite, mais il y a très peu d'endroits dans des fractures. Voilà. Donc il faut absolument comprendre ça pour pouvoir gérer. Voilà, et c'est pas toujours visible, effectivement. Parce que, voilà. En France, on a quand même la chance d'avoir des données. Je n'ai pas tout parlé de ça, mais l'IGN, le BRGN font des données cartographiques incroyables qui sont à disposition. On peut, donc ça, c'est des données météorologiques, ça y est, elles ont été, Météo France donne des données depuis le mois de janvier gratuitement. On peut payer. Toute la géologie est disponible en carte. On peut se télécharger QGIS, qui est un logiciel de cartographie en libre. Télécharger, superposer toutes ces données-là. Tout est disponible pour se faire. Après, il faut aussi se motiver. Mais on peut faire sa cartographie d'une commune à toutes les échelles possibles, d'un bassin versant ou d'une parcelle agricole, voilà, pour juste le temps qu'on y passe. Il n'y a pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Alors là on est vraiment, il y a des relevés topographiques. Là, il y a un point, il y a un point de tous les mètres, avec 1 mètre d'altitude de précision. C'est incroyable. Sur toute la France, y compris dans le fin fond des vallées reculées des cédanes. Voilà. C'est juste incroyable. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, en fait, je ne suis pas si dans cette histoire. Parce qu'on n'avait pas l'idée au début, mais je ne sais pas, est-ce que vous agissez à titre de conseiller, de consultant? Ouais, alors, donc moi je fais ça comme boulot, je propose, donc je fais, donc, on pense que le plus efficace et le moins coûteux, c'est de faire des formations. Donc là, moi je vais en faire une, je démarre ça l'hiver prochain avec le Sylvain Dugard et puis peut-être d'autres organismes, s'ils veulent bien. Où en gros on met à disposition tout le contenu pour que des agriculteurs ou des techniciens se forment en ligne, devant leur ordinateur, avec la cartographie, des choses comme ça s'ils veulent. Puis ensuite on fait du présentiel pour quelques jours pour traiter des projets. Les gens en gros ont leur projet chez eux, ils veulent faire leur conception de leur ferme, on leur donne des tutoriels pour qu'ils s'exercent à le faire, qu'ils récupèrent les données au bon endroit, qu'ils les mettent dans le bon sens, on leur donne toute la méthodologie, ça on enregistre l'idée de faire des vidéos pour pouvoir les regarder quand on a le temps, le soir. On vous propose la formation de l'hiver pour que ce soit dans le creux de l'activité des agriculteurs. Et puis, chaque participant travaille sur son projet, et puis ensuite on vient les aider à finaliser en présentiel. Donc ça, je pense que c'est la bonne méthode pour pouvoir avoir un groupe de 10-15 personnes. À chaque session, on arrive à... Voilà. Donc ça, c'est un des plans pour pouvoir diffuser et que les gens s'autonomisent. Sinon, oui, on propose des missions. Moi, j'ai un bureau d'études. Donc, je m'associe avec un hydrogéologue qui est meilleur que moi, des gens qui sont plus spécialisés que moi en agroforesterie, et puis on propose des missions. Je voudrais rebondir. Je suis docteur en géographie. Et je voudrais rebondir sur ce que vous disiez et sur la question que vous portez sur la régularisation des rivières. Il se trouve que j'appartiens depuis quelque temps. Son activité est ancienne déjà. C'est le groupe Hydroxois.
C'est un groupe de chercheurs et de scientifiques qui travaillent justement à lutter contre cette doctrine qui consiste à considérer que les rivières doivent être absolument nulles, nettoyées, sans aucun seuil, sans aucun obstacle pour retenir l'eau. D'où vient cette doctrine? Elle vient en grande partie de la pression de grandes associations qui travaillent dans un sens qui d'ailleurs au départ était positif, de laisser les espèces halieutiques remonter les rivières. Et à partir du moment où ils voulaient encourager le fait que certaines espèces de poissons remontent les rivières, la question était comment libérer ces possibilités en rasant les seuils. C'est une catastrophe notamment, et c'est étudié de plus en plus sérieusement aujourd'hui au niveau politique, dans les zones qui sont en voie de désertification. Dans la mesure où les seuls moyens pour retenir l'eau, pour pouvoir avoir des systèmes d'accumulation biologique de matière utilisable pour les sols, et en même temps aussi d'assurer les dérivations aménagées, bien évidemment, en reprenant des systèmes anciens ou en les modernisant, on s'aperçoit que cette doctrine-là, il faut vraiment qu'il y ait une action très importante pour faire modifier tous les textes qui encouragent cet arasement systématique des seuils. On a un corollaire, c'est celui de l'entretien des rivières. Et il ne faut pas tomber dans un excès qui serait celui de dire qu'il ne faut plus toucher les rivières parce qu'il faut qu'on ait une biodiversité importante. Non, dans la mesure où on a les catastrophes que l'on voit dans le nord de la France, où l'absence totale d'entretien des rivières a donné des effets d'inondation absolument énormes, et on sait les causes humaines qui sont à l'origine de ce mouvement. Et d'autre part, ce qui constitue aussi la régénération nécessaire des milieux passe par le fait qu'il y ait des implantations, enfin des interventions dites légères. Et la question est qu'on a des plans aujourd'hui extrêmement violents d'arasement de ces seuils et de tout ce qui touche d'ailleurs au patrimoine des moulins. Et on a une interface entre la conservation de la nature et la gestion du patrimoine hérité du passé mais qui était adapté et qui aujourd'hui doit être considéré comme un problème contemporain. Alors en ce qui concerne aussi, juste je ne veux pas être trop longue, mais je voulais revenir aussi sur ce que vous disiez très justement en matière de terrasses. Il faut considérer qu'à travers l'histoire, les zones de développement des terrasses, qui pouvaient atteindre d'ailleurs, dans certains cas dans les Cévennes, les sommets des versants, correspondaient à des croix démographiques très importantes. Et parce que c'était les hommes qui se mobilisaient en travaux collectifs pour arriver à contenir les sols, restaurer les murs et permettre, ce que vous disiez très justement, que l'eau circule, mais aussi s'accumule en bas des pentes pour créer des sources. Or, la question, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans le constat malheureux de voir que tout ce qui constitue une population dense dans les campagnes diminue de manière drastique. Et beaucoup de formes d'adaptation à ces milieux passent par des actions collectives en tenant compte des types différents de climat. On ne peut pas agir dans l'ouest de la France comme on agit en milieu méditerranéen. Alors c'est pour cela que ces questions doivent être remontées assez haut en ce qui concerne justement la conservation des systèmes hydrauliques anciens et de leur modernisation. Et je pense au fameux castor. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils payent pour encourager la venue des castors. Par contre, chez nous, on a des dispositifs anciens, d'un patrimoine qui peut être restauré et qui ferait aussi faire des économies globales importantes parce que la technostructure a toujours tendance à vouloir lancer des programmes très chers alors que collectivement et localement, il est possible d'avoir cet équilibre entre le maintien d'un patrimoine ancien et sa modernisation. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps. Oui, bon, moi c'est juste un petit exemple de pattern qui est visible dans les ronds, dans notre communauté de communes qui s'appelle les Aventons, dans un petit village qui s'appelle Cossignojoul. Si vous passez par Cossignojoul, vous verrez
que les vignes sont plantées selon les lignes de relief. Vous pouvez même, sans passer par le signe, aller sur Google Earth, où je viens d'aller, vous voyez, ou sur n'importe quelle cartographie, vous voyez les lignes en courbe de niveau. Et donc, c'est bien un exemple comme ça. Et alors, une petite remarque aussi, c'est que les agriculteurs qui, dans la plaine, tirent leur vigne au cordeau en disant qu'on ne peut pas faire autrement avec les machines à vendanger, etc., et bien là, on s'en sert comme publicité sur les communications de la communauté de communes des Arrondements. Vous verrez que le village de Cossigny-Joule présenté avec ses belles vignes plantées selon les Après, il faut reconnaître qu'il y a plein d'endroits, enfin, il y avait des logiques à faire à aller tout droit, à faire j'ai discuté avec des forestiers là, pour essayer de faire en sorte que quand ils font des coups, qu'ils ne soient pas rases, qu'ils mettent les engins sur une courbe de niveau, ça marcherait du tonnerre. Et bon, alors avec une machine de 20 tonnes, tu ne peux pas passer pour les engins, c'est pas des talus, donc ils sont trop en pente, ils ont des logiques purement d'économie, en fait, qui sont. C'est plus cher. C'est-à-dire que déjà, dans la pente, j'ai entendu des forestiers dire ça. Une coupe dans la pente, donc en Cévennes, c'est bien pentu, c'est 30% plus cher que tu vois sur le plat. Ça, c'est une première chose. Si en plus, et là, la personne qui est chargée de la charte forestière dans le pays Pigadet, j'en ai discuté avec lui, il en a discuté avec les forestiers, ils disent si on doit mettre des engins dans le long des courbes de niveau, c'est 30% encore de plus. Et du coup, en fait, tant que c'est dans une logique de marché, bah, c'est pas possible. Donc, il faut créer des conditions économiques pour sortir de ces logiques de marché globales. Sinon, on peut pas. Comme l'agriculture sur ce vivant. J'ai entendu récemment un des représentants de l'atelier paysan. Et il dit, bon, bah, on sait faire de l'agroécologie, des fermes agroécologiques, il n'y a aucun problème technique de est-ce que ça marche, mais en revanche, il faut accepter l'idée qu'il y a un coût de production qui est plus élevé que de tout mécaniser. Et du coup, si on reste dans une pure logique de marché, ce sera systématiquement un marché de niche. Donc ça va plafonner à 7-8% du marché, ce qui est actuellement le cas du bio en France, et tu ne pourras pas généraliser cette pratique. L'hydrologie régénérative, à mon avis, elle rentre exactement dans cette même logique. Je pense que, alors c'est pas mon sujet, mais je pense que l'idée est géniale de faire donc une caisse de l'alimentation, c'est-à-dire la sécurité sociale, mais sur l'alimentaire. C'est-à-dire des producteurs comme les médecins qui sont libéraux, mais avec des cotisations à des caisses et puis des conventions avec ces libéraux, des producteurs, des agriculteurs qui soient des libéraux. On leur dit, bon, bah, nous, vous serez remboursés, en gros, je ne sais pas, il y aura une réduction du coût qui sera portée par la collectivité si vous avez des types de pratiques qui permettent de purifier l'eau. Voilà. Je pense que ça passe par de l'organisation collective et pas par le fait de dire aux gens, un par un, il faut que vous décidiez à aller manger bio ou à la biocom. Je me mets dedans, il faut avoir les moyens. Moi, je vais manger à la biocom, c'est super. En fait, on ne peut pas demander à toute la population de le faire. Et à partir de ce moment-là, c'est un marché de niche et on n'arrive pas à changer, ça ne fait pas changer le système. Il faut créer des. Oui, alors juste pour pouvoir continuer juste après, en fait, on s'était donné à peu près jusqu'à 16h pour la conférence et les questions-réponses derrière. Là, il y a un peu plus de 3h30, il y a encore 8 personnes qui voudraient intervenir. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est que si vous voulez poser une question ou dire quelque chose et que vous n'êtes pas encore inscrit, eh ben faites-le sur l'intervention suivante. Après l'intervention suivante, on va arrêter de prendre les inscriptions des personnes pour pouvoir...
On m'entend bien ou pas? Je pense très bien. Comme ça, on pourra être à peu près à l'heure. Alors moi j'habite Modène, au bord de la rivière. Et comme vous le savez, il y a toujours des épisodes énormes, dont un particulièrement en 2015 qui a été assez ravageur. Et du coup, la grande préoccupation de la communauté de communes, c'est de protéger la ville et la vallée des embâcles quand il y a des crues. Et le problème, c'est qu'on a défriché la rivière. Et je me dis, voilà, la dernière construit, là, on a vu la terre qui partait avec la rivière. Et bon, la biodiversité, c'est pas très bien non plus, parce que les bords de rivière sont décapés et la terre part avec. Et ma question, c'était, est-ce que, ça rejoint un petit peu le propos de Madame la géographe, est-ce qu'il y a des techniques, des formations, justement, pour apprendre à tout à la fois se protéger contre les crues et respecter les milieux? Ou est-ce que c'est antinomique et il faut choisir? Je sais pas. Alors, moi, je suis concerné au plus haut point. Moi, j'habite au bord de la rivière. J'ai vu la crue passer. J'ai des arbres qui sont partis à la verticale de la rive ici. Gros comme ça. Qui sont allés dans le village, dans mon village qui est en aval. J'ai un seuil avec un béal. Tous ces sujets-là, je suis hyper familier, mais ça vous montre trop de portes. Je pense que, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y avait eu, depuis la directive européenne sur l'eau, en fait, en gros, on a considéré que c'était interdit de couper des arbres. Donc depuis 30 ans, il y a des arbres qui ont les pieds dans l'eau, qui ont poussé depuis 30 ans, et qui n'ont pas, voilà, il n'y a plus, en tout cas moi, là où j'habite, dans le temps, il y avait des chèvres qui venaient brouter tous les départs de végétation, où les gens venaient faire leur boîte de chauffe dedans. En tout cas, il y avait une régulation. Je ne pense pas qu'on puisse laisser des arbres de 20 mètres de haut dans la rivière avec des régimes de précipitation qu'on connaît ici. Parce que, et après, bon, je présente les aspects positifs des choses, on va régénérer, on va laisser les castors et tout ça. Mais c'est pas magique, c'est-à-dire que ça entraîne éventuellement d'autres problèmes associés, quoi. Donc effectivement, la renaturation des cours d'eau et des ponts, c'est pas facile, hein, les ponts. Moi j'ai un pont, pendant 6 mois j'ai pas pu l'emprunter, parce que la rivière est passée par-dessus. Bon, je me dis qu'il faut que comment je fais? Donc j'ai entendu quand même. Moi j'ai pas la science infuse, mais du coup je m'étais intéressé à cette question-là de qu'est-ce que je fais, est-ce que je coupe tous les arbres, c'est quoi la gestion? Bon, ce que j'ai entendu, alors je sais plus, un pont du CNRS qui est donné comme consigne, en gros, c'est 30 mètres, je crois, en aval et en amont des ponts, on ne laisse pas d'arbres de plus de 10 cm de diamètre. Donc on les trogne, on les gère en taillis. Voilà, on laisse de la ripiscible, absolument, il faut même que l'eau reste fraîche, il y a plein d'avantages à ce qui est de la végétation le long du cours d'eau, mais on ne peut pas, en tout cas, protéger les ouvrages. Je crois que ce serait ça la bonne gestion. Après, j'ai donné aucun conseil. Non, je pense que non, mais on ne peut pas laisser effectivement. Sinon, il faut reconstruire tous les ponts. Non. Désolée. Ah oui, c'est problématique. Il faut trouver un mode de gestion concerté sur ces sujets-là. En tout cas, moi ce que j'ai vu, c'est qu'on ne coupe pas pendant 30 ans, et puis on coupe tous les arbres. Après la crise, ça c'était pas le truc le plus malin à faire. Là, on a coupé des milliers d'arbres sur 20 km de rivière, on a coupé tous les arbres. Après la crise. Et on a reconstruit 10 ponts. Donc, je pense juste que c'est l'ensemble de la
une vision à une échelle macroscopique continentale des grands fleuves de plaine qui traversent l'Europe. Et dans des têtes de bassin versant, dans des milieux très escarpés, avec des régimes méditerranéens, c'est relativement inadapté. Il faut réussir à trouver je ne sais pas si c'est dérogatoire ou en tout cas un mode de gestion spécifique de ces territoires-là, dont les histoires de seuil. Moi, je veux bien, je pense que la continuité écologique des cours d'eau, mais là, c'est une vie personnelle, ça commence par la continuité en eau. L'été dernier, il y avait plus d'eau dans les cours d'eau. On n'enlève pas le sable, il n'y a pas de point plus profond pour que la faune se réfugie et tout ça. Je ne vois pas, c'est pas en défaçant les seuils que ça va instaurer. Vous avez des atterrissements à bas de l'île de biodiversité, c'est ça. Ça entraîne des arrangements. Ouais, et donc, je pense que c'est un truc que les élus ne peuvent pas faire tout seuls. Donc, ça, c'est encore un autre sujet sur l'histoire de gouvernance de l'eau. Mais je reprends le propos d'un élu autour du pays Piganet qui participe à la commission locale de l'eau à la clé et qui demande en gros à ce que les citoyens soient déjà, qui dit qu'il faut être au courant de ce qui se décide, de ce qui se dit à la clé, et puis donc déjà qu'on s'y intéresse, on leur demande ce qui s'y passe, et puis qu'on leur dise ce qu'on veut qu'ils s'y disent, ce qui se décide là-bas. Il faut se saisir, tout n'est pas parfait, mais il faut se saisir des instances de concertation qui existent déjà. Peut-être qu'il en faut d'autres, mais déjà se saisir de ce qui existe. Oui. Moi, je voudrais parler de la sécheresse qui s'est dit dans le département des Pyrénées. Il est beau et il y a des villages où ils n'ont plus d'eau au robinet et on distribue à l'heure actuelle aux citoyens des bouteilles d'eau. Et moi, je voudrais parler du partage de l'eau qui doit bénéficier à tous les citoyens, pour les communes, à tout le monde. Et j'en voulais parler des méga-bassines. Ce que vous pensez des méga-bassines? Non, alors par contre, je pense que l'INRAE a posé un avis sur la question. En gros, en disant que les retenues de substitution, alors on va dire que les méga-bassines ça en est, c'est pas, comment c'est formulé, en gros, c'est un soutien à l'activité économique. Point. C'est pas un truc agronomique. Je pense que c'est la même chose. Là, moi, je vois que dans des projets sur lesquels je participe, je ne dirais pas qui ou en gros, oui, c'est quelque chose que j'ai pas vu. Si on doit replanter des haies, si on doit changer des pratiques agricoles, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et pour que ces choses-là se fassent, il faut qu'il y ait des agriculteurs. Il faut qu'ils puissent vivre de leur boulot. Donc, en fait, à un moment donné, les gens, c'est pas les Australiens qui partent de zéro, en fait. Ils ont une activité agricole avec un système qui tourne tel qu'il est. Et il faut, de toute manière, les accompagner dans cette transition-là. Et pendant longtemps, en plus. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des endroits où, en gros, on autorise, alors avec plein de conditions, mais la création de toutes petites retenues, pas forcément étanches, qui contribuent quand même à recharger la nappe, parce que le problème de ces bassines, c'est qu'en fait, on artificialise encore davantage. Et en échange, donc on autorise à faire des retenues de substitution, petites, maîtrisées, intégrées dans l'environnement, tout ce qu'on veut, en échange d'un changement de pratique. Donc, on va planter des haies, donc on vous subventionne pour faire ça, et pas les retenues.
Ça peut peut-être, voilà, après c'est une logique. Mais si c'est, oui, je pense que peut-être, je ne renvoie pas dans les bassines. L'Espagne a déjà montré ce que ça donnait. C'est la désertification. Si vous faites que des bassines, on ne change rien, on continue le même système, 20 ans plus tard, il n'y a plus un arbre, il n'y a plus de fertilité des sols du tout, et il n'y a plus de... Voilà, là on a la chance de ne pas l'avoir fait tout le temps. Voilà. C'est mon avis, c'est vous qui décidez. Oui, moi j'aurais voulu avoir votre avis après l'accaparement des eaux de bassines. Vous avez parlé de la pluie, des matières organiques et minérales qui peuvent faire pleuvoir. Alors je voulais savoir si dans le scénario le plus tragique, l'homme pourrait, avec des minéraux, faire pleuvoir, donc s'accaparer les pluies dans un scénario futuriste. J'en sais rien. Je sais que oui. Alors j'entends parler de géo-ingénierie, ce genre de choses-là. Je ne connais pas bien ce sujet, mais comme d'une certaine façon, la sous-outil dans l'hydrologie régénérative, donc c'est pour ça qu'il y a un des débats en fait, de dire sémantique qu'on a avec les petits camarades, c'est l'agriculture, c'est de la géo-ingénierie. C'est de le voir comme ça. Et l'hydrologie régénérative, c'est des pratiques agricoles, on est dans ces mêmes logiques. Après, plutôt que de balancer du soufre dans l'atmosphère, ce qui est quand même en projet, c'est quand même discuté. J'ai l'impression que c'est une trajectoire plus désirable de planter des arbres et de balancer du soufre. Moi, je voulais juste faire une remarque sur les savoirs qu'on laisse partir, les savoirs de gens comme Mariano qui sont là sur le terrain tout le temps et qui observent et qui développent des pratiques. Ça m'a été stimulé par des photos que vous avez montrées de l'Autriche. Et en fait, ça m'a rappelé qu'il y a 20 ans en arrière, je travaillais en Ardèche, en Haute-Ardèche, à côté de Saint-Pierreville. Donc, c'est pas l'Ardèche qui est restante, là, c'est moins pentu. Et là, il y avait une ferme qui était tenue par 5 frères qui avaient tous entre 85 et 95 ans. Donc, ça veut dire que c'était un vestige. Mais sur cette ferme, il y avait des biefs, ils faisaient de l'élevage, donc c'était des prairies. Il y avait des prairies, des biefs qui alimentaient des prairies. L'un des messieurs, là, un des moins vaillants, et son boulot, c'était tous les matins d'aller ouvrir les balles pour alimenter les prairies. Et les locaux, ils ne comprenaient rien de tout ça, mais les biefs dans les prés, on n'a jamais vu ça. Enfin, si, Dupré l'avait vu, mais je veux dire, tous les savants d'ailleurs, ils n'avaient jamais vu ça. On alimente en eau des prairies comme ça. Mais donc, à l'époque, le parc naturel régional de Haute-Ardèche était en création. J'ai suggéré qu'on achète à cette ferme et qu'on le garde, même artificiellement, en fonctionnement, comme un élément de patrimoine, pour montrer comment on faisait autrefois. Mais, bien entendu, j'ai perdu, c'est l'agriculture avec tous ces emprunts économiques, etc., qui a gagné. On a laissé perdre complètement ce savoir-là, et ça, ce n'est qu'une petite illustration. Je pense que, avec ce que vous nous dites là, on est en train de revenir à des choses qui, en fait, étaient très souvent pratiquées pendant longtemps. Oui, alors moi je travaille dans les Vosges, j'allais dire pas partout. Il y a des endroits où il n'y a jamais eu de problème d'eau. Ils n'ont pas du tout cette culture-là. Moi je vois vraiment la différence entre ici, quand je discute avec mon maire d'hydrologie régénérative, où j'ai fait une intervention dans ma commune, tout le monde m'a dit on fait ça depuis, on a toujours fait ça. Et quand je vais dans les Vosges, je parle, j'ai un discours d'extraterrestre. Donc c'est pas les mêmes, voilà, parce qu'ils sont là, mais il faut se rendre compte que les Vosges, là j'ai discuté avec des fermiers qui habitent vraiment près des crêtes,
territoires méditerranéens, d'avoir cette logique de gestion paysagère, de pouvoir s'appuyer dessus. Là, la pierre sèche dans les Cévennes, c'est un truc qui fait consensus. Alors, on n'a pas les moyens de. Faut le mettre en œuvre, j'en ai fait un petit peu, c'est épuisant. Mais en fait, ça fait consensus par-dessus tous les bords politiques, le patrimoine et l'écologie en même temps. C'est formidable. Ça, il faut s'appuyer là-dessus. Je pense qu'il y a un vrai enjeu. Leur donner le maximum de valeur. Parce que, au départ, par exemple, les murs en pierre sèche, il y a des crédits d'impôt à 50% pour faire de la pierre sèche. C'est un dispositif patrimonial. Donc c'est pour faire comme avant. Mais en fait, c'est pas 50% de crédit d'impôt parce que c'est de la gestion. C'est pas la taxe. Donc il faut faire. Et moi j'ai un très bon copain qui est artisan bâtisseur en pierre sèche. Et il a fait la formation longue, là, je crois que c'est 8 mois ou 1 an pour faire la pierre sèche, artisan. Il n'avait pas, on ne lui a pas appris la pierre sèche comme un ouvrage hydraulique. C'était un peu en supplément, d'accord, mais en principe. En tout cas, ça peut faire partie d'un ensemble de gestion. Je pense qu'il faut le faire, faut remettre, voilà, faut faire vivre aussi ces pratiques-là et leur donner l'ensemble de leurs caractéristiques. Oui, je suis là. Moi, je rebondis juste à la petite discussion tout à l'heure encore sur la rivière. Moi, je pense que, très rapide, mais je crois qu'on ne peut pas en sortir entre nos castors et nos inondations. Ici, sur la Mosson, le lait, il y a des politiques, c'est contre l'inondation. Il faut enlever les embâcles, ils arrivent des énormes tracteurs, ils arrivent des troncs, parce qu'il y a des inondations en zone habitée. Et donc, il y a les pêcheurs qui ont aussi poussé l'air, que ça remonte, mais c'était surtout contre l'inondation, et ça continue toujours. Il y a 2 ans, à Saint-Jean-des-Daces, ils ont tout enlevé pour que l'eau circule. Voilà. Alors, est-ce qu'on fait le barrage de Castor ou on enlève? Donc, il y a les deux choses qui sont. Voilà. Mais vous avez un peu répondu tout à l'heure, c'est compliqué. L'autre chose, c'est qui m'étonne aussi, on demande justement pour ces inondations de faire écouler l'eau dans toutes les zones habitées, bétonnées. On a l'obligation de faire des grands bassins de rétention d'eau et on voit qu'ils sont vides. Alors qu'on a besoin de biodiversité, des zones humides. Pourquoi on n'autoriserait pas à laisser 20 cm d'eau en permanence et que ce bassin ne sert à stocker quand il y a des inondations? Ils sont là, ils les tombent, ils passent des tondeuses, ils enlèvent tout, alors qu'on pourrait avoir des formidables en plein milieu urbain, de zones humides très intéressantes pour rafraîchir, etc. Tout ce que vous connaissez. Pourquoi il n'y a pas, c'est juste une question de réglage de seuil de sortie là-bas, et c'est tout, quoi. Et ça se gère tout seul. Pourquoi il y a cette politique-là de tout faire à sec? Très bonne idée. On hérite l'habitude d'un système réglementaire, technique, qui ne va pas se transformer. Mais alors, pour les villes, ce qu'on propose, donc de faire des sols éponges, de ralentir l'eau et de revégétaliser, en ville, il y a déjà une politique qui est en place pour ça. Ça n'a pas l'air, mais il y a plein de projets pour DVTD des cours d'école, revégétaliser, en faire des îlots pêcheurs, parce que ça devient un village de l'été. Donc ça, la ville éponge, moi je me souviens, j'ai pu entendre parler il y a plus de 15 ans. C'était la première fois qu'on utilisait ce terme-là, et le fait de passer de ville entonnoir, donc on évacue l'eau, on fait des gros tuyaux le plus vite possible pour que on la retient localement, c'est en cours. Après, ça part de tellement loin, c'est des villes, c'est 100% de ruissellement. Là, je sais qu'il y a Samuel Voisin, qui est un des cofondateurs de l'association. Il a été contacté par, je ne sais plus le nom de cette institution, enfin, un truc représentatif des gestionnaires de parcs et jardins en ville. Et en fait, ils se disent, c'est eux qui ont dû voir une intervention sur l'hydrologie régénérative, et on a notre truc à
perméable des villes. Et nous en avons des centaines et des centaines. Après, ils disent comment est-ce qu'on peut réfléchir à ce truc-là. Ça, oui, ça. Et les bassins tampons aussi. Merci pour ton exposé, qui était très intéressant. Je voudrais juste faire une remarque, poser une question. Tu as évoqué un large catalogue de techniques, de technologies, etc. Ces techniques, elles sont quand même connues depuis très longtemps. Moi, je serais tenté de dire que le premier traité d'hydrologie régénérative, il date de 1764. C'est le pasteur Bertrand de la paroisse de l'Orne en Jura suisse qui l'a écrit. Et depuis, la littérature est à profusion là-dessus, jusqu'à l'inventaire récent de toutes ces technologies de l'université de Berne, là encore en Suisse, qui s'appelle le catalogue WOCAT. Peut-être que tu en as pas entendu parler, d'accord. Et donc il y a énormément de ressources là-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas prendre les choses uniquement sous l'angle des techniques, mais peut-être d'abord aborder la question de l'évolution historique du paysage. Et je rejoins la dame géographe qui est intervenue par rapport à la démographie rurale et au pic démographique, et de savoir que aussi bien les paysages, mais aussi les systèmes fonciers sont des constructions sociales et historiques. Et la question que je voulais te poser, c'est comment tu prends en compte la question du foncier, c'est-à-dire la propriété terrienne, les droits de propriété, les droits d'usage, la possession de fait, dans cette question-là, parce qu'autour des cours d'eau, et en particulier des cours d'eau non domaniaux, le propriétaire de la terre est propriétaire de la rivière jusqu'au mi-temps de la rivière. Et donc c'est lui qui, normalement, légalement, est en charge de l'entretien de la berge du cours d'eau, et donc de l'enlèvement des embâcles. Or, depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans, on est face à une carence des propriétaires fonciers. Et donc ça pose une question foncière, donc comment vous l'intégrez dans votre réflexion? Alors, je n'ai pas un regard d'une très grande hauteur sur le sujet, mais je le vis en tant que propriétaire d'un bord de rivière avec des embâcles qui ont fait des dégâts. Moi, donc avant 2020, je suis arrivé en 2019, après, je m'en suis tout de suite occupé. Je me suis dit, c'est grave, est-ce que c'est grave? Les anciens du village disaient de tout couper, un jour il va y avoir une crue, c'est catastrophique. J'avais écrit aux collectivités locales pour dire est-ce que je dois couper des arbres ou est-ce que c'est interdit? On me dit les deux, qu'est-ce que je dois faire? Silence radio, jamais aucun retour. Alors, j'ai pas tapé, par ignorance, je n'avais pas tapé à la bonne porte. Il y a la personne qui était en charge de répondre à ça. En tout cas, la question s'est perdue et il n'y avait pas de réponse claire. Ça, c'est donc, complètement, il y a un vrai sujet, mais en fait, notre maire, après les inondations, a ressorti aux écoles rurales, qui dit clairement que vous devez tenir vos berges. Ça n'a pas changé. Les autres coques ne viennent pas retirer cette obligation. Voilà, les détails de ça. C'est pour ça que je dis, je pense qu'il faut ne peut pas laisser des arbres trop gros pousser, il faut lâcher. Ça c'est le premier sujet foncier. Le deuxième que je vois, c'est le morcellement des parcelles agricoles fait que la logique, elle devrait être à l'échelle du bassin versant de ces aménagements. Or, je sais pas, là, j'ai un exemple en tête d'un fermier avec une centaine de vaches qui doit avoir 120, 130 hectares. C'est 30 parcelles différentes, non continues. C'est hyper difficile à intégrer, à étudier parcelle par parcelle. On l'a fait au niveau global, après comment on va se sortir de tout ça. À chaque fois, c'est très compliqué. Il y a des endroits, les gens, ils ont 100 hectares de sol tenant et ils sont motivés et des trucs tout seuls. Et puis d'autres, c'est plus compliqué. C'est un énorme sujet. Je pense juste que ça, c'est une dernière référence. L'Inde, il y a des projets incroyables en Inde qu'on pourrait qualifier d'hydrologie régénérative. Et une des caractéristiques qui fait que c'est possible, allez voir ça, c'est enthousiasmant, c'est la Pani Foundation, avec 2 A. Pani Foundation, il y a des vidéos sur YouTube incroyables. Et le régime
découpage se faisait sur les limites de bassin versant. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour eux d'avoir des politiques cohérentes, parce qu'il suffit qu'une communauté se rassemble en disant, en gros, on peut faire juste du pois chiche, et puis je ne sais pas quelle culture sèche, il y en a marre, on reste dans la pauvreté. Ils n'ont pas besoin de consulter, de se mettre d'accord avec la prise de décision est plus simple, parce qu'ils sont, entre guillemets, un peu maîtres de leur bassin versant. Allez voir le Planning Foundation, formidable, il y a des trucs incroyables. Désolé. Bani, je crois que c'est. Je ne sais pas combien il y a de c'est 2A. C'est ça, C'est B-A-A-N. Et c'est la chaîne de. Andrew Willison, quelque chose comme ça. C'est un agriculteur américain qui fait des vidéos là-dessus. Il y a toute une série, et il a des dizaines de films sur les opérations pour de la gestion de l'eau, de la permaculture. Fabuleux pédagogue extra. Andrew Willison. Planning Foundation, vous avez trouvé, c'est juste. Ça remonte le moral. Je suis là. Alors moi, ma question, un peu lien avec la dernière question, c'est qu'on voit qu'il y a pas mal d'outils qui existent depuis des années. Et en fait, au final, ça va être l'aménagement du territoire. Parce qu'on voit, ça, vous avez parlé de patterns, ça peut être des zones côtières, des zones montagnardes, etc. Du coup, l'aménagement du territoire va avec forcément une vision qu'on a de ce territoire à long terme, qu'est-ce qu'on veut faire avec, etc. Du coup, ma question est, est-ce que vous avez connaissance de régions dans le monde, vous avez parlé de l'Inde, mais peut-être d'autres régions où en plus d'inclure agricole et prendre en compte l'utilisation de l'eau, quand je dis l'utilisation de l'eau pour l'économie, pour la nature, pour la production d'électricité, tout ça, mais qui essaie d'avoir cette vision systémique complexe. C'est pas simple, parce qu'il faut parler court terme, long terme, risque à court terme, risque à long terme, échelle locale, échelle mondiale. Parce que de connaissance, c'est une région, un territoire qui commence à essayer d'avoir cette vision vraiment plus holistique et systémique avec un projet de société, un projet de territoire. Et c'est le temps vers ça, comme on a accès tout, mais d'autres axes aussi, en fait, et pas fonctionner aussi. Les coquilles en Colombie. J'aurais dit ça. Le premier, je ne suis pas anthropologue et tout ça, mais je crois qu'il y avait des cosmologies. Plein de peuples effacés de la surface de la Terre qui incluaient tout ça. Il y avait un peuple en Inde qui s'attachait aux arbres pour empêcher les gens de venir les couper, qui préféraient mourir que de couper leurs arbres. C'est aussi une cosmologie. Vous avez des visions globales. Moi, je suis ingénieur. Je vends des missions de technique et de la formation technique. On est tous d'accord que ce n'est pas ça le problème. On a besoin de technique, mais ce n'est pas ça c'est une question de projet de société. C'est une question d'anthropologie, on parle. Après, une fois qu'on s'est mis d'accord sur la direction ou la vision de quel monde on veut, si jamais, déjà ça suppose qu'on est capable de le faire, de s'organiser, ce qu'on peut gagner. Ensuite, on va mettre en place. Bien sûr que c'est beaucoup plus. C'est encore plus complexe, mais on ne peut pas ouvrir toutes les portes en même temps, sinon on n'arrive pas à les faire. Il faudrait. Une dernière question. Christine. Et après, parce que c'est épuisant. C'était juste, effectivement, parce que là, on a beaucoup parlé en fait d'infrastructures mécaniques. Et je pense que le tunnel est un peu oublié, même si on a cité l'arbre, il n'y a que l'arbre. On parle de fleuves aériens au-dessus de l'Amazonie et de l'Europe jusqu'en Sibérie, d'où l'enjeu effectivement des forêts, mais pas que, et sur des
expérimentations plus locales par ici, où on voit que l'importance, justement, il n'y a pas que l'arbre, c'est différentes strates pour arriver à récupérer l'eau condensée, pour 100 mm tombée, si on a une politique comme ça avec différentes strates qui de l'une à l'autre recondensent, réabsorbent, etc., la production de matière végétale correspond à ce qui serait tombé en 200 mm, en double. Donc, on peut aller jusqu'à doubler. Oui, non, mais complètement. Je suis entièrement d'accord. C'est des systèmes d'oasis. Donc, oui, je ne peux pas parler de tout. Oui, tout à fait. Donc, il y a des. Donc, agriculture syntrophique, tout à fait ces logiques-là de culture multi-étagée. Et en fait, il faut bien voir que l'air, quand il est chaud, il peut contenir plus d'eau que quand il est froid. Donc, quand on a de l'air très humide et qu'on le refroidit, ça précipite. On peut avoir le jeu, on peut avec, récupérer, faire condenser très localement l'évapotranspiration d'une culture. Il suffit qu'il y ait une surface froide, suffisamment plus froide, à proximité de cet air humide, et qui va en capter. Donc, un exemple basique, c'est un arbre. À l'ombre de cet arbre, il va faire, je ne sais pas, 30-40 degrés de moins, 20 degrés de moins que sur la canopée. Toutes les plantes, beaucoup de plantes d'ombre, genre le lierre, qui pousse à l'ombre parce qu'il est sur le tronc. Il arrive à faire de la photosynthèse sans soleil direct, avec de la lumière diffuse, condense. Ces feuilles sont froides par rapport au pied de l'arbre qui l'accueille. Et il récupère une partie de l'eau évapotranspirée par l'arbre sur ses feuilles. Il l'aspire dans ses stomates, le descend dans le système racinaire. Donc, il échange avec les mycorhizes, avec par exemple l'arbre, son arbre hôte, ou d'autres végétaux qui sont associés à ce réseau de mycorhizes. Donc, dans les systèmes d'oasis, c'est exactement ça. Quand on fait le bilan hydrique, besoin en eau des palmiers, des 3 ou 4 cultures qui sont l'une au-dessus de l'autre, il manque la moitié de l'eau. Il ne pleut pas assez pour faire pousser tout ça. C'est parce que l'eau, elle est évaporée, condensée plusieurs fois par des jeux de différence de température. Donc ça, c'est des pistes hyper intéressantes. Donc c'est pour ça que dans les haies, on essaye de faire des motifs c'est le motif en boîte d'œuf qui semble être le plus condenseur. Par exemple, si on doit avoir un massif forestier, il faut faire des creux et des bosses. Ça condense plus. D'où ça, je ne vais pas détailler tout, mais le système de bocagé, il est hyper intéressant pour ça. Ce qui fait la maille bocagère, la taille de la maille bocagère, améliore même cette efficacité. Et puis la haie, c'est pareil, le haie, c'est pas un truc taillé au cordeau, que ce soit des successions d'arbres. En fait, à chaque échelle, on peut rentrer dans un niveau de détail très sophistiqué. S'il y a des gens qui sont vraiment motivés, il faut aller faire des expérimentations en agriculture syntropique en milieu tempéré. Il y a un Évian, il y a un groupe, j'y suis allé, c'est super, ils s'intéressent à ça, ils testent. C'est du test encore, mais c'est vraiment Merci beaucoup, Denis.